Bonsoir à tous et merci de préférer la télévision nationale. Tout d'abord, les grandes lignes de cette édition. Au Maroc, un forum sur le développement et l'économie regroupe les membres du réseau des parlementaires sur la Banque mondiale et le FMI, Fonds monétaire international. Une délégation du CNT de Guinée participe à ces travaux. Le point dans ce journal. Rentrée universitaire au niveau de ces institutions d'enseignement, les préparatifs vont bon train. Une évaluation des dispositifs est en cours. La ministre de tutelle sillonne actuellement les centres à travers le pays. Tenue de la deuxième session de l'Assemblée générale de la Confédération patronale de Guinée, la rencontre a passé en revue les activités réalisées. Plusieurs points ont été également énumérés au compte des perspectives. Les détails dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Le Premier ministre a reçu au Palais de la Colombe une délégation mauritanienne, à sa tête son Excellence M. Salem Ould Merzouk, ministre mauritanien des Affaires étrangères. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre secrétaire général de la présidence, de celui des Affaires étrangères et de l'énergie. À la sortie de l'audience, il s'est prêté aux questions de notre reporter Ousmane Bangoura. Suivez. Nous avons convenu ensemble que nous allons continuer à faire prospérer sur la base de ces relations solides. Donc là, notre coopération à tous les échelons, en rapport avec mon frère et ami le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée. C'est prioritaire d'abord, comme je l'ai dit, il faut qu'on consolide, qu'on approfondisse la coopération au niveau bilatéral à tous les niveaux. D'abord au niveau diplomatique, des concertations permanentes. Voir aussi quels sont les secteurs productifs et marchands, donc les axes de coopération. Faut-il rappeler, donc il y a déjà une très bonne coopération dans le cas du secteur privé, grâce au rôle que joue la puissance publique d'un côté comme de l'autre. Le deuxième axe, c'est aussi de travailler ensemble pour renforcer les cadres de coopération au niveau sous-régional. Dans l'actualité encore, le réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI, en partenariat avec ces dites institutions, vient d'organiser un forum à Marrakech au Maroc. Il porte sur le développement et les questions liées à l'économie mondiale. Une délégation du CNT conduite par Dr Dansa Kourouma participe à ces travaux. Le point avec Abdoulaye Ningelande Diallo, envoyé spécial. Après le passage de la pandémie de Covid-19, le tableau de bord de l'économie internationale présente d'énormes imperfections, ce qui a impacté sur l'accélération de certains objectifs communs comme la transition énergétique et la protection de la nature et du climat, des préoccupations qui interpellent les décideurs du monde entier. D'où l'organisation de cet autre forum parlementaire mondial à Marrakech. L'objectif de ce forum est bien précis, c'est de pouvoir apporter une plateforme d'échange pour des parlementaires du monde entier pour qu'ils puissent échanger des perspectives, des expériences, des leçons aussi sur les politiques publiques en matière de développement et de finances internationales. Ce rendez-vous de Marrakech devrait contribuer à stimuler la volonté politique en faveur d'une Afrique développée et épanouie. En d'autres termes, promouvoir la législation en faveur d'un avenir plus résilient tout en améliorant la gouvernance et la responsabilité, la lutte contre le changement climatique, l'égalité des sexes et la migration. Le Forum parlementaire mondial, par la pertinence de ces thèmes et l'opportunité de son contexte, enseigne à tous que nous sommes aussi des potentiels réfugiés climatiques. Du changement climatique, parlons-en, mesdames et messieurs. Notamment la question du financement climatique. Il est impératif de noter que parmi les pays de départ les plus affectés par les changements climatiques, l'Afrique se trouve en première ligne.
Elle subit injustement ses conséquences, malgré son empreinte de carbone faible parmi tous les continents. Il est crucial que les initiatives telles que la mise en place du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité tiennent compte de cette asymétrie dans les politiques internationales. Une opportunité pour l'Afrique de changer de paradigme avec la création des possibilités efficaces de dialogue. Autre enjeu, lutter contre la fuite des cerveaux. Pour Dr Dansa Kourouma, le continent doit travailler pour améliorer sa gouvernance et son système éducatif. Le complexe d'infériorité imposé par l'élite politique africaine en collision avec la communauté internationale et certains pays puissants a bafoué notre système éducatif et notre gouvernance, rendant notre jeunesse envieuse des écoles occidentales. La pauvreté, l'instabilité, les guerres ont cherché l'espoir de nombreux jeunes africains. Dans un tel contexte, nos parlements jouent un rôle crucial dans nos différents pays. Cet événement est aussi une occasion offerte aux législateurs de renforcer le rôle du réseau parlementaire en tant que plateforme de partage de connaissances pour une participation parlementaire renforcée dans la poursuite des meilleurs résultats en matière de développement. Parlons aussi de la construction des routes. Des efforts sont consentis par le CNRD pour améliorer le réseau. Par la même occasion, l'Observatoire national des routes met à son tour l'accent sur la protection de ces infrastructures. Une nouvelle méthodologie de collecte des informations sur la dégradation routière est même en cours de vulgarisation. Aboubakar Diaby. La construction des infrastructures routières s'intensifie à la satisfaction de tous. Pour pérenniser et garantir cette initiative gouvernementale, le ministère des Infrastructures et des Travaux publics se dote d'une méthodologie de collecte des informations des dégradations routières et de rédaction des rapports. Le projet est présenté ici aux différentes directions du département pour une meilleure appropriation. Ce suivi de performance doit être par exemple comme des formations qu'ils vont essayer de déployer dans le cadre de relever de tout ce qui est comme observation au niveau de la dégradation des routes. À la fin de cette formation, on espère que les participants seront outillés pour le relevé de dégradation routière. L'initiative est pilotée par l'Observatoire national des routes. Cet outil vise à évaluer la qualité des routes pour mieux planifier les travaux de réparation des zones dégradées. L'Observatoire national des routes, c'est une nouvelle direction. Elle est chargée de fournir les informations les plus pertinentes et à bonne date sur l'ensemble des réseaux routiers guinéens. Donc, cette nouvelle direction fait l'acquisition des données générales, l'acquisition des données de trafic, l'acquisition des données surfaciques. Elle collecte, elle analyse et met à la disposition des décideurs pour permettre la programmation et la planification de l'entretien routier. Les réparations ne sont pas toujours à la hauteur des attentes du fait des budgets qui sont très faibles. Mais en l'occurrence aussi, il y a des incivilités parce que les uns et les autres font du n'importe quoi, n'importe comment. Quand je vois ici dans la ville de Conakry, on met des sachets, les poubelles partout dans les rigoles qui vont obstruer les rigoles et faire que la route, que l'eau vienne maintenant obstruer la chaussée, entraîner des dégradations ou faire des gonflements ou des fissures. Honnêtement, c'est un problème d'éducation et de sensibilisation va falloir aussi mener. Le patrimoine routier guinéen affiche par endroits une image reluisante. Aujourd'hui, sa pérennisation figure au cœur des activités des autorités, d'où la tenue de ce cadre d'échange de 3 jours. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, la rentrée universitaire est prévue pour le 16 octobre 2023. Actuellement, l'heure est au dernier réglage dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. La ministre de l'Enseignement supérieur sillonne les universités pour constater de visu le niveau des préparatifs. À Kindia, elle s'est rendue à l'université de Foulaya et à l'Institut supérieur de formation à distance. Mounir Bari, Ousmane Watsisi. Dans la ville de Zagrim, comme partout à travers le pays, les préparatifs de la rentrée universitaire se poursuivent. Au menu des entretiens avec les recteurs et directeurs généraux, la gouvernance, les infrastructures et l'aspect pédagogique. À
Kindia, la ministre a loué les efforts déployés par l'équipe rectorale tant sur le plan de la préparation pédagogique que sur le plan des infrastructures et des équipements pour les travaux pratiques. J'ai tenu à venir personnellement aussi à l'université de Kindia, compte tenu de sa position aujourd'hui en termes d'institution qui reçoit le plus grand nombre d'étudiants, après l'université de Sofonia, après l'université de Kankan, l'université de Kindia se positionne en 3e position en termes de densité d'étudiants. Donc il était plus qu'important pour mon département de venir faire ce constat, cet état des lieux. Nous avons également formulé des recommandations à l'endroit de l'équipe dirigeante afin que ces dispositions-là soient prises pour une meilleure rentrée universitaire. C'est elle qui porte avec nous les projets que nous avons, tant sur le plan infrastructurel que sur le plan scientifique et de développement. Tous les emplois de temps sont déjà disponibles, les enseignants sont programmés et que toutes les dispositions, que ce soit d'autres infrastructures pédagogiques, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan de la mobilisation, tout est prêt. L'ISFA Guinée en général est prêt à recevoir les 2000 et quelques étudiants. De surcroît, l'ISFA Kindia, parce que nous avons tous les équipements, nous avons les bureaux qu'il faut, les salles de formation, les salles d'informatique, etc. Nous sommes fermes à recevoir les étudiants. Au cours des entretiens, l'accès a été également mis sur l'extension de l'université de Kindia. Rentrée des classes au niveau de l'enseignement technique de Boké à Zérékoré en passant par Kindia, Kankan, Mamou et Farana. Les autorités locales ont visité les centres de formation pour s'assurer de l'effectivité des cours. Partout, ils ont encouragé les apprenants à s'investir pour tirer profit des opportunités qu'offrent les écoles professionnelles. Le résumé de cette journée en région avec Moussa Bangoura. À Zérékoré et à Farana, la reprise des cours à l'enseignement technique se traduit tout d'abord par la montée des couleurs dans les établissements. Aux côtés des encadreurs, les gouverneurs ont encouragé tous les apprenants à s'investir pour réaliser leurs rêves et prendre leur destin en main grâce à leur qualification professionnelle. Il faut donner le maximum d'efforts en classe parce que c'est le début de l'année, on commence les vrais cours. Une fois que tu rates, c'est fini. Donc, concentrez-vous à partir d'aujourd'hui pour que vous donnez les meilleurs résultats à la fin de l'année. C'est la reprise des cours. Donc, le jour de l'ouverture doit coïncider à la reprise des cours. Les cours doivent démarrer le même jour. Et toutes ces dispositions étant prises, aujourd'hui, nous sommes venus passer dans les salles de classe et constater effectivement la présence et des apprenants et des professeurs. Partout, les apprenants sont appelés à s'appliquer pour la réussite de leur formation professionnelle. Le CEP de Boké a eu la chance cette année d'avoir de nouveaux équipements au niveau du BTS mécanique engin lourd et au niveau de la maintenance technique véhicule lourd. Nous sommes très contents et nous sommes prêts pour l'année scolaire. Nous sommes prêts pour l'année scolaire parce que nous sommes plus que motivés, nous avons reçu de nouveaux équipements. L'année 2023 aura été une année de réglage pour les écoles. Réglage en termes de renforcement de capacité au niveau des formateurs. Il y a aussi la création des bourses d'entretien. Donc l'année 2024 doit être une année d'action, d'offensive, mais aussi de résultats pour le bien-être des apprenants. À Mamou, dans la ville Carrefour, la journée a commencé au CFP par quelques minutes d'assainissement avant la montée des couleurs, avec des apprenants qui affichent une réelle détermination. C'est un sentiment de satisfaction pour moi d'assister à l'ouverture aujourd'hui. Déjà d'abord depuis les vacances, vu le résultat de l'année passée qui nous a un peu inquiétés, d'ailleurs moi étant un chef de classe, j'ai appelé mes amis pour leur rappeler qu'on doit se préparer bientôt pour cette année, pour ne pas connaître sous cette année. À Kindia, c'est le conseiller principal du ministère de l'enseignement technique qui est venu superviser cette rentrée des classes. Au même moment, à Kankan, le gouverneur rappelle à tous la possibilité d'aller plus loin grâce aux passerelles entre l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Je fais confiance aux jeunes qui sont là, qui vont se donner pour être demain un bon infirmier, une bonne infirmière et un jour un bon médecin. Parce que c'est possible, s'ils veulent étudier, l'étude c'est une continuité. Monsieur le ministre souhaite que cette année soit une année de rigueur,
une année d'accompagnement, une année de qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans nos établissements d'enseignement technique, pour que les apprenants qui vont sortir de ces établissements soient des personnes qui vont être recherchées par l'emploi, mais pas des personnes qui vont chercher de l'emploi. L'année scolaire à l'enseignement technique est placée cette année sous le signe de la pratique. À travers le pays, on enregistre 66 écoles publiques professionnelles et 120 privées. En ce début d'année scolaire, les initiatives se multiplient également pour accompagner les élèves issus des familles modestes. À Ratoma, par exemple, un marché spécial est dédié aux enfants en situation de handicap, ceci pour faciliter l'accès aux fournitures scolaires. Reportage Mamadou Saliouba. Pour offrir les mêmes chances à tous les enfants en ce début d'année scolaire, cet espace de jeunesse de Ratoma se transforme en univers scolaire dans ce marché de la rentrée des classes. Des livres, des cahiers, des sacs et autres fournitures scolaires sont proposés à moindre coût. Une action de l'ONG, l'univers des enfants en situation de handicap et d'autisme de Guinée. Nous évoluons dans le cadre d'apporter de l'aide aux enfants autistes et handicapés de Guinée. Et à partir d'aujourd'hui, tous les enfants et tous les parents d'enfants handicapés et autistes de Guinée peuvent savoir aujourd'hui que nous existons et nous sommes là pour leur cause. On est sur cet événement en particulier parce que ça touche non seulement les enfants, ça touche l'éducation, ça touche les enfants, mais ça touche une cible bien particulière des enfants. Ça touche les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Au-delà de la vente des fournitures scolaires, des panels et des ateliers pédagogiques sont animés par des professionnels de l'éducation. Des thèmes comme les troubles et les difficultés de l'apprentissage chez l'enfant sont abordés. Il faut savoir que l'éducation guinéenne est une éducation qui n'est pas forcément inclusive. Il y a au sein de ces écoles-là, il y a des enfants qui développent certains troubles, qui forcément n'arrivent pas à évoluer au cours de leur cycle scolaire, qui abandonnent très vite. Donc aujourd'hui, cette année est vraiment consacrée à eux, pour expliquer aux parents, pour expliquer aux enseignants, et aussi pour impliquer tout le monde au fait à aider ces enfants-là à évoluer. Quand on parle de dyslexie, quand on parle de dyscalculie, de dysgraphie, ce n'est pas au niveau de la famille qu'on peut détecter ça. C'est seulement au niveau de l'école. Et lorsque l'enseignant est mieux formé, il pourra détecter et informera la famille qui va ensuite aller avec les enfants vers les structures sanitaires. Dénommé Grand Marché de la rentrée, cet espace est aussi une rencontre de partage sur le rôle et la responsabilité des parents dans l'encadrement, l'éducation et l'accompagnement psychosocial des enfants. Santé vers l'éradication de la gale. La Fondation Rougui Barry appuie l'État dans la prise en charge des enfants souffrant de cette pathologie. Attendons, plus de 500 enfants sont concernés pour cette première phase. L'opération est suivie de la distribution des fournitures scolaires pour soutenir aussi la scolarisation. Le point avec Fadli Diallo. La campagne est dénommée Zéro Gale à Tonton. Elle concerne 500 enfants vulnérables ayant des galets de plaies. L'idée de la Fondation Rougui Barry, qui en plus des fournitures scolaires, entend lutter contre la stigmatisation des enfants victimes de cette pathologie. La gale est une maladie très contagieuse et honteuse. Par exemple, si dans la société, à l'école, un enfant attrape la gale, il peut être victime de moquerie. Et à cause de cela, ce rêve de président qu'il avait peut s'éteindre parce qu'il va se décourager pour aller en classe ou bien il va être victime d'une ségrégation en milieu scolaire. L'opération est annuelle. Des enfants venus de toutes les contrées de Tondon se prêtent à la campagne. Des consultations sont effectuées, des soins apportés aux patients. Cette année, nous avons jugé plus sage de venir dans une zone reculée, là où le besoin se fait sentir, pour aider les personnes nécessiteuses, pour aider les enfants vulnérables et encore assister les enfants qui ont des plaies ou des gales. Cette année, l'accent est mis sur l'offre des soins de qualité aux enfants de Tondon. En plus, des soins de fournitures scolaires sont remis à 2000 enfants vulnérables de cette localité.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers la Direction nationale des activités socio-éducatives, a entamé ce mardi une tournée dans les prisons civiles. Les responsables de cette direction, accompagnés par les représentants de la justice, ont procédé à une sensibilisation des détenus, suivie d'une distribution des kits hygiéniques aux filles et femmes en conflit avec la loi. Reportage Djibril Kamara, Mangamouri Kamara. Obtenir l'accès à l'information et aux services de santé sexuelle pour les jeunes en prison, telle est l'ambition de la Direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives. Ce mardi, les cadres du département de la jeunesse et des sports, accompagnés des agents du centre d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes Sécos de Matam, sont venus à la maison centrale de Koronti pour non seulement distribuer des kits hygiéniques, mais aussi sensibiliser les jeunes et les femmes en situation carcérale sur la santé sexuelle. Ceci pour n'exclure aucune catégorie sociale dans les programmes du ministère. Je suis juste animé d'un sentiment de satisfaction de voir des organismes de la Guinée penser au milieu carcéral pour venir faire de la sensibilisation et donner des kits d'hygiène. Nous serons sûrs que celles qui seront en état qui sortiront d'ici saines et sauves. Le mandat de l'UNFPA, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes aient un accès universel à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive. Qu'elles vivent avec handicap ou non, ou bien qu'elles soient en conflit avec la loi. Aujourd'hui, plus de 70 femmes et plusieurs centaines de jeunes sont à la maison d'arrêt de Conakry. Le souci du ministère de la Jeunesse et des Sports est l'accompagnement des jeunes guinéens. Pour ceux en conflit avec la loi, une nouvelle méthode est envisagée pour la réinsertion socio-professionnelle. Tout le monde a droit à être soigné. Et donc aujourd'hui, à travers ce projet avec l'UNFPA, nous venons en prison aujourd'hui, évidemment en collaboration avec le ministre de la Justice, pour pouvoir distribuer des kits de sensibilisation justement sur la problématique sexuelle, notamment des kits d'hygiène. C'est vraiment un objectif aujourd'hui de notre ministère, c'est de dire il faut qu'on aille aussi dans les prisons parce que finalement la jeunesse guinéenne, elle représente... elle est représentée dans toute la société et elle est aussi représentée au niveau de la prison. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de venir en prison, de faire de la sensibilisation. La Direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, compte élargir cette action aux autres maisons de détention en Guinée. Architecture dans ce journal, la promotion des villes résilientes se poursuit. Les acteurs du secteur s'activent pour la matérialisation de leurs idées. Explication ça, Martin Francinaduno. On les appelle planificateurs urbains. Eux, ce sont les architectes, ingénieurs, environnementalistes, urbanistes et spécialistes du droit. Ils explorent les approches de construction des villes résilientes. À l'occasion de la Journée mondiale de l'architecture, célébrée en différé, l'Amicale des architectes de Guinée a organisé un banquet à leur intention. Le fait d'organiser cet événement est lié à la promotion de notre métier, car il n'y a pas un pays qui se développe sans les architectes. Parce que nous sommes des concepteurs des villes, des secteurs, des quartiers. Donc tout doit passer vraiment par nous pour pouvoir vraiment contribuer au développement du pays. Surtout actuellement, on a beaucoup de problèmes de réchauffement climatique et de dérèglement climatique. Donc nous devons anticiper surtout nos matériaux que nous devons utiliser pour éviter les différents dégâts qui se passent dans notre ville, surtout à Conakry, les inondations qui se passent, les tremblements de terre qu'il y a dans les pays, les séismes. Donc il faut construire conséquemment aussi. Pour parvenir à une urbanisation structurée, l'Amicale des architectes de Guinée tient un concours de créativité éco-conception, un ensemble d'idées architecturales pour établir un équilibre entre les réalités d'occupation et les populations. Sur les 4 jeunes architectes compétiteurs, Abdourahmane Bari est diplômé de l'Institut supérieur d'architecture de Lambani. Il décroche le premier prix de la meilleure créativité architecturale de 2023. Avec les défis climatiques, la planète est beaucoup en danger, donc il est temps que les architectes puissent réfléchir aujourd'hui à des solutions plus durables. Déjà, on sait que le développement durable s'appuie sur 3 piliers. C'est le pilier social, donc la communauté, le pilier économique et le pilier écologique.
Donc effectivement, ces trois dimensions ensemble qui font que le développement durable puisse être une réalité. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, représenté ici par son inspecteur général adjoint, apprécie cet engagement pour la réussite des politiques intégrées. Face aux défis mondiaux tels que le changement climatique et l'urbanisation, nous attendons des architectes qu'ils prennent l'initiative de concevoir des espaces adaptables, inclusifs et résilients. Aussi, dans le cadre de notre partenariat avec les architectes et la communauté architecturale, nous anticipons des approches novatrices en matière d'urbanisme, de logement et d'aménagement du territoire. Ce dîner d'échange est tenu par l'Amicale des architectes de Guinée pour interpeller ces acteurs clés de la ville sur la nécessité de réaliser des conceptions architecturales anticipatives avec des matériaux adéquats et abordables. Le ministre des Transports visite le chantier de reconstruction de l'aérodrome de l'Abbé, une occasion aussi de rencontrer ces cadres à l'intérieur du pays pour échanger sur les défis du département. Reportage Sona Sagno, Sarafdine Diallo. Après le démarrage des travaux de reconstruction des aérodromes de Kankan, Farana, Zérékoré et l'Abbé, une forte délégation du ministère des Transports conduite par le ministre est en séjour à l'Abbé. Il s'agit de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux réalisés. L'occasion est aussi mise à profit pour rencontrer toutes les parties concernées par les travaux dont le délai d'exécution est de 24 mois. Au niveau de l'aérodrome, les travaux avancent, les travaux évoluent. Maintenant, nous avons discuté avec le bureau de contrôle et la CGP pour que les travaux puissent avancer très rapidement vu que les grandes pluies sont passées. Donc ça sera le moment d'accélérer le travail pour nous permettre de livrer cet aérodrome qui est vraiment un projet prioritaire pour le président de la République. L'activité principale de ces aérodromes, c'est le terrassement. Et qui dit terrassement, dit saison sèche. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les équipements, les machines neuves ont été achetées. Elles seront sur les sites à partir du 13 ou 15 octobre, en fonction du délai de livraison entre le port de Conakry et les sites, pour un démarrage effectif des travaux. Rassuré du respect du cahier de charges, le ministre a aussi visité les installations météorologiques. Et nous remercions nos partenaires qui ont permis justement d'acquérir ces équipements météorologiques pour permettre au service de la météorologie de pouvoir donner des données météorologiques qui sont utiles pour le pays, utiles dans le domaine aérien et dans le domaine maritime. Il était important de voir comment les opérations se déroulent, notamment pour l'acquisition des permis de conduire biométriques, mais également pour les catégories et les immatriculations. Le séjour a pris fin par la visite des locaux du transport terrestre pour constater l'état d'avancement dans l'émission des permis biométriques. Et puis, dans le cadre du partage d'informations et de la lutte commune contre les infractions en mer, l'opération navale africain MEMO est lancée. La démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de nos marins afin de lutter efficacement contre les actes illicites dans nos eaux territoriales. Reportage adjudant Oumar Kamara. Grand Africa MEMO, une manœuvre maritime au profit des pays du Golfe de Guinée. L'exercice se déroule simultanément dans nos eaux territoriales et les pays concernés. Le centre opérationnel de la préfecture maritime assure la coordination de l'opération. La marine nationale, la gendarmerie maritime et fluviale et les autres acteurs de l'action de l'État en mer participent à l'exercice. Une synergie pour renforcer nos capacités opérationnelles et sécuriser notre espace maritime. La Guinée participe en engageant quelques unités de nos forces navales. C'est en fonction de l'envergure de l'opération, on engage des forces, soit 2 unités ou 3 unités. Le plus parfois, nous avons l'habitude de le faire avec même l'aviation. Nous faisons des opérations aéronavales. Ça nous permet de nous améliorer, d'accroître nos performances opérationnelles. Pour cette première journée, les fusiliers marins de la brigade des unités flottantes, le service national de surveillance maritime et la gendarmerie maritime rentrent en action. Un pavillon étranger
en train de pêcher illicitement dans nos eaux territoriales est arraisonné. Il a fait 3 jours dans nos eaux, donc c'est sûr qu'il a fait une pêche illicite. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a dérouté pour le port de Conakry. Avec les différentes formations que nous effectuons à l'extérieur du pays, nous essayons de mettre ça en Guinée en cas où il y a le problème, on peut vraiment répondre efficacement. Cette manœuvre maritime est un espace de partage d'informations, de coordination des activités des pays côtiers du Golfe de Guinée. Durant 4 jours, les unités comme le groupement de forces spéciales, l'armée de l'air, les fusiliers marins vont procéder à des exercices de simulation sur la pollution maritime, la lutte contre le trafic de drogue, la prise d'otages et l'assistance des navires en détresse. Sécurité encore à Sigiri, la brigade anticriminalité est installée. Le moment était très attendu pour lutter contre le banditisme et la délinquance dans cette zone minière. Autorités locales et population étaient mobilisées pour apprécier cette initiative du gouvernement. Reportage Diamokaba. Place forte de l'or, la ville de Sigiri est touchée par une vague de criminalité et autres formes de délinquance et d'insécurité. Pour l'État, la lutte contre ces fléaux est une course contre la montre pour assurer la tranquillité publique. Parmi ces moyens, la brigade anticriminalité. Cette unité de la police est enfin installée à Sigiri. La brigade anticriminalité est normalement destinée aux régions administratives. Mais compte tenu du contexte particulier conflictogène et de Sigiri, l'État a décidé de venir renforcer les forces de défense de sécurité à Sigiri. Depuis l'avènement du CNRD, sous l'égide de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, qui n'a ménagé aucun effort pour la sécurisation de la population et de leurs biens en général et celle de Sigiri en particulier. Face aux agressions, vols ou encore cambriolage, les interventions vont s'enchaîner à un rythme effréné. Un renfort sécuritaire bien accueilli pour aussi renforcer la synergie d'action entre paisible population et forces de défense et de sécurité. L'équipe qui est là, présentement, je suis le seul gendarme. Tous les autres, c'est des policiers, c'est des jeunes sortant de l'école qui sont venus. Et c'est une unité rattachée au cabinet du ministre de la Sécurité, de la Protection civile et de la Sécurité. En plus de ça, la BAC a pour objectif de lutter contre le grand banditisme et la criminalité. Toutes les couches sociales sont là pour démontrer leur adhésion. Chaque acteur est invité à coopérer pour traquer les bandits à tous les niveaux. Agriculture, les enjeux qui freinent l'évolution des achats locaux du riz et autres produits agricoles stratégiques sur la table. Les échanges regroupent acteurs du secteur et visent à booster la production locale et mettre fin à l'insécurité alimentaire. Reportage Fodé Camara. Aliment de base et d'arrêt stratégique, le riz est une spéculation cultivée dans toutes les régions. Au niveau de toutes ces écologies, les défis gravitent autour de l'augmentation de la productivité, un accompagnement de la production à la commercialisation en passant par la transformation. Une chaîne de valeur à conforter par une politique très dynamique de promotion du riz local pour mieux approvisionner le marché et soulager les producteurs en leur offrant des prix rémunérateurs. Il y avait les participants aussi de l'État guinéen, de CNT, pour plaider auprès de ces décideurs afin qu'il y ait des achats institutionnels du riz que nous produisons en Guinée. Achats institutionnels non seulement pour approvisionner des cantines scolaires, l'achat institutionnel pour approvisionner les garnisons militaires, l'achat institutionnel pour approvisionner les hôpitaux, afin que les producteurs puissent avoir un revenu meilleur. Pour poursuivre ce élan de valorisation, les travaux de l'Assemblée générale constitutive du cadre national des producteurs de riz en Guinée sont officiellement lancés. Un exercice démocratique qui s'est soldé par l'élection des membres de ce cadre stratégique. Principale préoccupation, mieux professionnaliser la production du riz local pour lui permettre de concurrencer le riz importé par un rapport qualité-prix. Il n'est pas admissible
que la Guinée, qui est le deuxième pays producteur de riz blanc, importe aussi plus de 700 000 tonnes et que malgré ces importations, malgré la grande production, le prix du riz ne fait qu'augmenter. Il y a lieu de se concerter entre les acteurs pour savoir les maux qui minent la filière du riz et apporter des solutions. Telle sera notre orientation. Il est important pour nous, effectivement, de nous inscrire dans cette dynamique et les travaux serviront de base pour la future stratégie nationale de consommation donc, des produits locaux que nous allons très rapidement donc, initier. La promotion de la consommation du riz local est une stratégie dont les résultats attendus sont liés à l'augmentation des rendements susceptibles d'aider les producteurs à sortir de la riziculture de subsistance pour se tourner vers le marché. Fruit de la fusion des institutions patronales, la Confédération générale des entreprises de Guinée tient son assemblée générale. Thème de cette deuxième session, la revue à mi-parcours des activités réalisées au cours des 6 derniers mois. La rencontre permettra également de faire des prospections pour connaître davantage. Suivez ce reportage de Safiatou Kondé, Mohamed Seyarsouma. 6 mois après la première session, cette deuxième est axée sur la revue des activités. C'est la bonne leçon de gouvernance que renvoie la Confédération générale des entreprises de Guinée. Entre-temps, la CGGI ou encore l'Organisation des employeurs de Guinée dresse déjà son bilan à mi-parcours. On a eu une assemblée générale très importante aujourd'hui. C'était dans le cadre de la redynamisation des activités du patronat, mais également la finalisation de toute la documentation administrative. Nous sommes entendus sur un certain nombre de points, à savoir la mise en place d'une commission qui va travailler pendant 10 jours, voire 2 semaines, pour pouvoir nous soumettre l'ensemble des documents qui doivent régir le patronat de Guinée. À cette deuxième session du Conseil exécutif, la fêtière patronale décline également ses priorités, à savoir la finalisation de la mise en place des structures de la CGI et la réactivation du Guinée Business Forum. Là-dessus, une expertise locale est sollicitée. Le Guinéen lambda aujourd'hui comprendra quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à cette synergie d'action, d'une part entre entrepreneurs et d'autre part entre entrepreneurs et le gouvernement. Donc ils vont se retrouver dans cette synergie d'action pour essayer justement de jouir de cette synergie d'action. L'urgence pour la CGI est la révision des statuts et règlements et la mise en place d'un bureau exécutif avant le 31 décembre prochain. L'idée est d'aller plus vite dans le processus de formalisation. Les relations avec l'État, ça ne fera que consolider parce que le conseil d'administration va décider des orientations de comment le patronat doit être géré. Il est important que juridiquement, nous ayons un statut qui répond à l'attente de tout le secteur privé guinéen. Les 3 prochains mois seront décisifs pour la CGI au plan organisationnel. À peine installée, elle renferme 29 fédérations avec 5000 entreprises membres. Une opportunité qui contribue à l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Et puis au niveau des PME, il existe désormais un guide du promoteur. Il vise à faciliter la formalisation des entreprises et l'accès à l'accompagnement, une initiative de la Direction nationale des PME qui compte booster le secteur. Reportage Abdul Karim Kamara. Dans un contexte de compétitivité, les efforts se poursuivent dans la mise à niveau des PME qui sont en manque de repères. L'environnement de ces micro, petites et moyennes entreprises est désormais doté d'un guide du promoteur. C'est un outil qui va permettre à ces entreprises de s'orienter, d'avoir accès à l'information et à l'accompagnement. L'utilité, c'est de renforcer les capacités des jeunes de première génération à créer leurs entreprises. Et ceux qui ont déjà créé à développer leurs entreprises. Même ceux qui font de la formation dans le processus de création d'entreprise, ça peut les aider dans le choix et dans les thèmes. Ce bréviaire des promoteurs des PME a été élaboré à la demande de la Direction nationale des PME et du contenu local. Celle-ci, de concert
avec d'autres structures d'accompagnement en temps vulgarisé cet outil à toutes les entreprises de sa base de données. Nous avons voulu mettre en place ce guide parce que ça a été l'une des recommandations issues d'une activité qui est la Journée internationale des PME de l'année 2022, de pouvoir pallier au manque d'informations sur les structures. Toute PME aujourd'hui, que ce soit en Guinée ou ailleurs, a besoin d'avoir des informations correctes en fait sur des structures auxquelles ils peuvent être appuyés et sur des aspects techniques ou bien financiers. Dans le cadre de nos missions, on fait la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises. On le fait en synergie avec des structures qui évoluent dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Donc on va les consulter à tout moment quand il y a un changement pour pouvoir adapter cela pour l'entrepreneur. La conception et l'élaboration du guide du promoteur ont surtout tenu compte des dispositions en vigueur en République de Guinée dans la réglementation du sous-secteur des micro, petites et moyennes entreprises. Maintenant, à présent, le condensé de l'actualité sous forme de télégramme. Suivez. Une nouvelle avancée dans la lutte contre le paludisme. Un deuxième vaccin vient d'être autorisé par l'OMS. Pour freiner cette maladie qui touche gravement les gens de moins de 5 ans en Tanzanie, un essai clinique de ce nouveau vaccin est lancé dans les ménages vulnérables. Le Hamas menace de tuer les otages israéliens capturés pendant le week-end en réaction aux frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Ces frappes, qui se sont poursuivies pendant 24 heures, ont permis à Israël de reprendre le contrôle dans le sud du pays. Ces attaques et ripostes ont fait déjà plus de 1600 morts de part et d'autre. La guerre Israël-Hamas s'intensifie avec un bilan lourd en pertes humaines. Une attaque surprise de Hamas a ciblé Kibboutz de Be'eri comme d'autres localités d'Israël. Les victimes se comptent par dizaines. Elles sont évacuées par les secouristes israéliens. Selon l'armée israélienne, les attaquants sont près de 70, tués pour la plupart lors des échanges de tirs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Sigiri comme partout ailleurs dans le monde. Bon programme sur la télévision nationale.